club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bonjour ma nénette. Midi et demi, non, enfin Non, vous partez à midi et demi, Laurence. Non, alors. non. Hein Ah mince, je voulais faire une bonne blague. Alors bonjour Dame Laurence. Bonjour l'ami Et Jean-Luc. bonjour à tous les auditeurs. Oui, parce qu'aujourd'hui. Bonjour ma nénette. Ouais, voilà. Alors on va parler Pourquoi nénette on va parler nénette, nounours. Alors, ça, on parle pas de la fameuse série télévisée des années 70. Non. Ah oui, j'aimais bien d'ailleurs. Tiens. Ouais. Je regardais quand j'étais Bonne petit. nuit les petits. Non, Nénette, Bon, voilà. c'est une brosse spéciale qui va... Nénette, c'est la lustreuse voilà. qui fête ses 75 ans. Donc on parlera de ça dans la rubrique rétro. Et puis on va parler nounours parce que l'essai de la semaine, c'est le Skoda Kodiaq. Kodiaq, c'est le plus gros ours. Alors on verra s'il est vraiment nounours, ce SUV. Et puis on va parler beaucoup voitures électriques avec deux interrogations majeures. Est-ce qu'il faut avoir peur des batteries des voitures électriques qui prennent feu spontanément ? En l'occurrence, on a vu ça avec les bus. On a vu ça avec les bus de la RATP. Ouais, et pas que puis, la peau aussi, je crois. Est-ce que les voitures électriques sont aussi avantageuses que ça quand on parle d'émissions de particules ? Voilà. Bon. C'était une enquête de l'ADEME qui est sortie, qui a été abondamment commentée la semaine passée, et qu'on va essayer de décortiquer un peu plus dans le détail. Vous l'avez compris, gros programme dans On parle auto jusqu'à 13h30 sur Sud Radio. À savoir bien sûr que vous êtes les bienvenus. Bien au contraire, on vous attend au 0826 300 300 parce que d'abord on vous aime et on adore échanger avec vous. Et puis vous pouvez poser toutes vos questions aussi ou vous inscrire, pourquoi pas, sur jeparticipe@sudradio.fr en envoyant un mail, en mettant bien On parle auto dans l'objet et vos coordonnées complètes, numéro de téléphone que l'on vous rappelle. Et vos réactions, on les attend dès maintenant également sur la page Facebook de Sud Radio. Vous retrouverez tout ça sur YouTube où nous sommes plus de 600 000 abonnés. 600 000 abonnés. Ouais. Ça veut dire qu'on est dans le top 3, je crois, des radios sur YouTube. Exactement. Eh ben, merci et à surtout, tous. on progresse plus vite que les autres. Ouais, et merci à vous tous, c'est grâce à vous. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et nous sommes tout de suite avec vous. On va parler de l'embrasement spontané des batteries lithium-ion des voitures électriques. Faut-il les craindre ? On accueille le colonel Michel Gentillot, qui est représentant de la Fédération nationale des pompiers. Bonjour. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Bon, on parle donc de l'embrasement des batteries suite au feu qui a complètement détruit 2 bus de la RATP. Ça a réveillé une peur assez irrationnelle. Est-ce que c'est déjà assez fréquent d'avoir des feux de voitures électriques? Parce qu'on a le sentiment, dès qu'il y en a une qui brûle, on a le sentiment que toutes les voitures électriques vont brûler. Est-ce que vous avez fréquemment des incendies de batteries de voitures électriques? Alors déjà, effectivement, c'est de la bonne question. Donc la réponse, c'est on n'a pas souvent ce genre de feu. D'accord ? On a ce type d'intervention qui nous revient les uns et les autres par le biais de vidéos qui circulent un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit en Chine ou ailleurs, de batteries qui s'enflamment dans des véhicules légers ou dans des bus ou des poids lourds, mais ça reste rarissime, il faut le savoir. Oui, alors je vais préciser que là sur les 2 bus de la RATP, on se dit oh là là, il y a 2 bus qui ont brûlé. Il faut savoir qu'il y a 26 bus diesel qui ont brûlé depuis début janvier 2021. Ça fait quand même beaucoup. Personne n'en a pas parlé. Oui, les diesels, donc ça fait 10 fois plus. Oui, mais c'est pas à cause de la motorisation. Ils ont brûlé. C'est le deuxième élément que je voulais évoquer avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de statistiques, mais il y en a au moins une qui vient de sortir, notamment aux États-Unis, qui a fait une enquête sur le nombre d'incendies de voitures aux États-Unis, et il ressort de cette enquête-là. Alors il faut prendre ça avec précaution, puisque vous savez que le nombre de véhicules électriques est peu important encore aujourd'hui sur les routes. Mais aux États-Unis, la conséquence de la conclusion de ce rapport, c'est de dire que les feux de véhicules électriques sont beaucoup moins fréquents que les feux de véhicules dits classiques, dits thermiques. D'accord. Après, on retient que ça, quoi. Voilà, en fait. évidemment. Alors il y a quand même une chose aujourd'hui qui pose problème, c'est qu'un feu de batterie de voiture électrique, c'est extrêmement dur à éteindre. Vous êtes d'accord ? Voilà, donc une fois qu'on a dit que ce type d'événement était rare, ce qui est une bonne nouvelle, c'est vrai que parallèlement, on a une difficulté à intervenir sur ce type d'emballement. Donc un emballement thermique, c'est quoi pour tout le monde? C'est simplement un feu de batterie. Okay, on a un contenant qui est l'enveloppe de la batterie, et on a un contenu que sont les cellules qui composent cette batterie-là. Et c'est vrai qu'on a donc fait réaliser, notamment en France, on a été précurseurs dans le domaine avec les constructeurs français. On a réalisé de nombreux essais d'emballement thermique de batterie, et il y a eu 2 nouvelles. Il y a eu une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'était que l'agent extincteur le plus efficace pour éteindre ces feux de batterie, c'était l'eau. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est un élément extincteur qu'on trouve dans toutes nos casernes de pompiers en France et ailleurs. La mauvaise nouvelle, c'était que c'était compliqué,
notamment dans le cadre d'un feu de batterie incorporé à un véhicule, que ce soit une voiture, un bus, etc., il était compliqué d'aller intégrer l'eau à l'intérieur de ce packaging, ce casing, cet emballage. Oui, parce qu'ils sont étanches en fait. C'est le packaging des batteries, il est par nature étanche pour éviter justement qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans et détruise la batterie accidentellement. Donc quand il y a un incendie, il faudrait avoir une trappe, et il y a des véhicules qui ont ça, qui permettent aux pompiers d'intervenir et de noyer la batterie. Alors, donc, ce qui est préconisé pour les services de secours, notamment en France, c'est d'essayer d'intégrer l'eau à l'intérieur du packaging par des endroits, des orifices qui auraient été créés naturellement par fusion. Par exemple, vous savez que dans les batteries, vous avez toujours des sorties de câbles qui sont là. Ces câbles-là vont fondre. Et donc, ce qu'on demande aux pompiers, c'est si vous arrivez à mettre de l'eau par ce biais-là, c'est une bonne idée. L'autre bonne idée, c'est que les constructeurs mettent à disposition des services de secours, ce qu'on appelle des outils d'aide à l'intervention. Et donc, là encore, il y a un bon exemple français qui a été réalisé par le groupe Renault depuis quelques années maintenant sur l'ensemble du véhicule, qu'on appelle en anglais des fireman access, des accès pompiers, oui. Voilà, des accès pompiers, des trappes qui sont thermofusibles et qui permettent donc aux sapeurs-pompiers, de manière très facile, d'aller noyer, d'aller inonder l'ensemble des éléments en batterie qui sont à l'intérieur du casing de la batterie. Colonel, oui, colonel Michel Gentil, représentant de la Fédération nationale des pompiers. On a vu effectivement quelques images sur fin avril, là, quand ça a brûlé autant à Paris. D'ailleurs, la RATP a décidé d'enlever de la circulation les 149 Bluebus. Mais a priori, il y a une telle rapidité, une telle vitesse de propagation de l'incendie qu'on ne peut même pas vraiment... On a vu, les pompiers ont eu un mal de chien, Il faut peut-être préciser quand même que la technologie qui est utilisée sur ces bus, parce qu'on a dit lithium-ion, mais lithium-ion, c'est comme si vous disiez une voiture thermique. Dans les voitures thermiques, il y a de l'essence, il y a du diesel, il y a tout un tas de choses. Donc là, c'est une technologie de batterie qui est propre à Bolloré, qui s'appelle la batterie lithium-métal polymère, qui n'a pas d'électrolyte liquide, c'est une électrolyte solide, et qui est une batterie qui fonctionne déjà à haute température, qui fonctionne entre 60 et 80 degrés, et qui se met sous emballement thermique. Alors, mon colonel, vous me contredisez si je dis des bêtises, qui s'emballe thermiquement à 180 degrés, donc à une température assez haute. Normalement, elle était vendue au départ pour être la batterie la plus safe des batteries lithium-ion, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, et il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en termes de rapidité, c'est ça. Enfin, moi, je voulais vraiment, parce qu'a priori, il y a des solutions, mais ça va tellement vite. En fait, ces solutions, on n'est pas aussi rapide que un réservoir d'essence qui brûle, ça va encore plus vite. Alors, donc, je ne vais pas vous contredire, loin de là. Donc, vous avez raison. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, on a une technologie qui inonde le marché de toute la mobilité électrique, que ce soit de la trottinette jusqu'au bus, en passant par les poids lourds électriques et les voitures électriques et les vélos électriques. C'est la technologie dite lithium-ion. C'est cette technologie qui équipe 99,99% des véhicules aujourd'hui. On a des technologies qu'on appelle les technologies métal, que ce soit sodium ou lithium dans le cas des batteries qu'on évoque des deux bus qui ont brûlé la semaine dernière à Paris. Donc des technologies qu'on appelle lithium métal polymère, donc qui sont des technologies qui sont très peu utilisées finalement. D'accord. Donc la problématique auxquelles les secours sont confrontés, c'est bien principalement la technologie lithium-ion. Alors, c'est quoi la différence? C'est que dans une batterie lithium-ion, ce qui va brûler, c'est l'électrolyte qui est un électrolyte inflammable, alors que dans les batteries dites métal, que ce soit sodium ou lithium, ce qui va impacter les services de secours, c'est l'effet de combustion des métaux, notamment le lithium pour les batteries lithium-métal nucléaires. Et donc, on a affaire à des feux de métaux qui sont extrêmement compliqués à éteindre. Donc en fait, vous cherchez même pas à les éteindre, parce qu'on a vu les bus brûler, et les consignes pour les pompiers, c'est à la limite de sécuriser le périmètre, mais de pas éteindre les véhicules. Donc effectivement, pour la technologie lithium-ion, on demande à nos services de secours d'essayer autant que faire se peut d'intégrer de l'eau à l'intérieur du casing de la batterie pour arrêter le feu de batterie. Si on a des fireman access, c'est encore plus facile. Pour la technologie lithium-métal polymère, la consigne, c'est effectivement la protection de l'environnement, des personnes et des biens, et l'extinction des parties non batteries du véhicule. C'est-à-dire en l'occurrence, quand vous avez un bus électrique qui souvent ont leur batterie sur le toit, on peut éventuellement, c'est pas toujours c'est facile à dire, c'est facile à dire comme ça, pas facile à faire. On essaie d'éteindre les parties qui brûlent du bus. Vous savez qu'un bus aujourd'hui, qu'il soit thermique ou électrique, c'est essentiellement des matières plastiques. Hein. Quand vous voyez un bus qui est à côté de brûler, il ne reste plus que quelques tubes métalliques de la structure, mais tout le reste a cramé. Donc c'est bien la structure métallique qui brûle, qui est des plastiques qui brûlent. Donc c'est protection de l'environnement, extinction des parties autres que les batteries, et on attend que la batterie se consume
fonctionne complètement. On a une question, enfin, on n'a pas une question, mais c'est Stéphane qui nous dit sur la page Facebook de Sud Radio pour On Parle Auto, pourquoi ne pas équiper comme les F1 les produits étouffeurs? Alors, s'il entend par les produits étouffeurs, si je crois comprendre la chose, c'est des agents d'extinction qui sont positionnés à l'intérieur des casings des batteries. Si c'est ce qu'il évoque, il faut plus savoir qu'il y a un organisme aujourd'hui qui s'appelle l'Euro NCAP. L'Euro NCAP, c'est, comme son nom l'indique, un organisme européen qui donne des notes de sécurité aux véhicules que vous achetez, vous et moi. Des zones de sécurité qui vont de 0 à 5 étoiles. Et dans ce cadre-là, les sapeurs-pompiers qui sont représentés au sein de cet organisme, donc c'est en l'occurrence moi qui représente les sapeurs-pompiers, on travaille avec les constructeurs justement pour essayer d'améliorer cette partie qui nous embête. Et donc nous, ce qu'on recherche, c'est d'abord la sécurité intrinsèque de la batterie, c'est que demain, et ça va arriver, on le sait, qu'on va avoir une technologie qui va arriver qui évitera ce type d'emballement thermique. Okay, et en attendant, ce qu'on demande aux constructeurs, c'est que, en attendant que cette technologie safe arrive, c'est qu'ils nous mettent à disposition des moyens, donc, qui peuvent être les fameux access, et aussi on sait que ça existe, notamment pour les bus, on sait qu'il y a des constructeurs vraiment suédois et chinois, des sociétés chinoises et suédoises qui proposent des systèmes d'extinction automatique intégrés aux enveloppes de batterie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la batterie, vous avez un système qui détecte les premiers signes d'emballement thermique et qui va, on va dire, asperger, sprinkler un produit extincteur à l'intérieur du casing. Donc, ce genre de choses, on essaie de le promouvoir. Alors, pour l'instant, on n'a pas de retour assez suffisant pour savoir si c'est efficace, mais on sait que ça fait partie des choses qu'on essaie de promouvoir. Ouais, c'est bien. Donc, ça va progresser, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. On est pour l'instant... Pour conclure, colonel. Alors, pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros avantage, c'est que le milieu de la construction automobile ou bus ou poids lourd est un milieu qui est très réactif. Ouais. Il y a beaucoup de services de recherche et développement qui sont très réactifs et on sait que tous les constructeurs sont sur cette problématique-là. Donc, ça va avancer. Il y a encore quelques temps avant qu'on ait la solution complète, mais ça va avancer à coup sûr. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Surtout, ouais. On va préciser quand même que la batterie LMP n'existe plus sur les voitures. Il y avait que les Autolib à Paris qui avaient ça, et c'est une technologie qui n'est utilisée que par Bolloré. Donc, pas de crainte si vous avez un véhicule électrique. C'est une autre technologie lithium-ion qu'on peut éteindre cette fois. Le colonel Michel Gentillot qui répondait et qui nous donnait tous ses conseils. D'ailleurs, ça pourrait valoir le coup un jour qu'on fasse une émission un peu spéciale. Comment réagir suite à des accidents, le feu dans la voiture, etc. Ma trottinette qui prend feu. Et puis une voiture classique, quoi. Enfin, une thermique, voilà. Exactement. Les bons conseils et les bonnes réactions à avoir. Colonel Michel Gentillot, représentant de la Fédération nationale des pompiers, on vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end à suivre dans On Parle Auto sur Sud Radio. Vous, au 0800 26 300 300, on vous attend si vous avez des questions à poser. Dès maintenant, c'est Aude qui vous accueille gentiment, joliment au standard de Sud Radio. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, On Parle Auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et j'en profite également pour remercier tous ceux qui sont en train de nous regarder sur la page Facebook de Sud Radio. On voit le petit œil, le nombre de personnes qui est en notre compagnie. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end. Merci d'être avec nous. Parce qu'on est en direct. On le dit jamais, Laurence, mais il faudrait le préciser, parce qu'il y a plein d'émissions le week-end qui sont pas en direct. Regarde, nous on est en direct. Voilà. Nous on est en direct. D'ailleurs, on embrasse Bastien qui réalise cette émission. Qui est lui aussi en direct d'ailleurs. Et Aude qui est au standard. Alors, c'est le moment où vous avez, la parole, vous pouvez venir poser vos questions. C'est Patrick qui a composé le 0800 26 300 300 et qui nous rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors, on vous écoute Patrick, il y a eu un accident le week-end dernier ? Exactement, oui, c'est ma fille qui a eu un accrochage. Bon, heureusement, rien de grave. Donc, personne n'est blessé. Il n'y a que de la tôle, comme on disait. Il n'y a que de la tôle, exactement, oui. Ouais. Alors, la tôle, c'est quoi, justement ? Alors, la tôle, c'est une Clio, donc, qui est de 2007, donc qui commence à être très vieille. Pas forcément, elle avait combien de kilomètres ? 190 000. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'accident Alors c'est en fait sur l'autoroute, il y a eu un gros ralentissement, donc elle a pu s'arrêter, mais le véhicule qui était derrière s'est pas arrêté, et donc elle l'a pris dans le dos. Exactement. D'accord. Et malheureusement, elle a été poussée sur le véhicule de devant. Donc l'impact à l'arrière est vraiment énorme, le véhicule est déformé, mais bon, devant il y a pas grand-chose, mais ça a quand même touché. Donc il y a eu 2 constats à faire.
Et maintenant la question c'est de savoir, parce qu'on n'est pas des professionnels pour remplir des constats, heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'accidents. Vous savez, je vais vous donner déjà un petit conseil pour tous ceux qui nous écoutent. Pré-remplissez. Alors si vous avez évidemment plusieurs véhicules, c'est compliqué, mais si vous avez une seule voiture, vous prenez un constat papier, parce qu'on a beau dire, on peut le faire sur... aujourd'hui, vous avez le e-constat que vous pouvez avoir sur votre téléphone portable, mais au moment où on a un accident, en général, on est très stressé. Et si en plus, il faut découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, moi, mon conseil, c'est vous prenez un constat papier que vous laissez dans la boîte à gants et vous pré-remplissez tout ce qui correspond à vous, la voiture, la votre adresse, tout ça, le numéro, etc. Et ça vous permettra de vous concentrer, parce que là, en l'occurrence, dans ce qui s'est passé dans l'accident, il faut être extrêmement précis dans ce que vous avez dans le libellé du constat. Alors il y a les petits dessins, tout le monde n'est pas doué en dessin. Par contre, dans l'explication, il faut bien dire... alors je ne sais pas si vous l'avez fait comme ça, parce que vous allez voir, il y a des conventions, vous savez qu'il y a des conventions interassurances. Et pour simplifier dans le cas des carambolages, parce que ça reste un carambolage, même s'il n'y a que 3 véhicules qui sont impliqués, dans le cas des carambolages, les assureurs se sont mis d'accord. Celui qui percute la voiture derrière, il est responsable. Celui qui est au milieu, il a 50-50, puisqu'il n'est pas responsable du choc arrière, mais il est responsable du choc avant. Et celui qui est à l'avant, même s'il a freiné comme un âne sans raison valable, il n'est pas responsable du tout. Dans votre cas, il fallait préciser, alors je ne sais pas si votre fille l'a fait au moment de l'accident, qu'elle s'était arrêtée avant de percuter le véhicule qui était devant elle, et que c'est le choc de la voiture derrière qui l'a propulsée sur la voiture devant. Donc sa voiture était arrêtée. Et ça, c'est important. Est-ce que ça a été noté ou pas sur le constat ? Alors sur le moment, non, mais on essaie justement de faire rectifier tout ça. On a demandé aussi au véhicule de devant de faire une attestation comme quoi il a été percuté qu'une seule fois, qu'il a ressenti un seul choc. D'accord, oui. Voilà, donc pour essayer de... Parce que c'est important, là, dans les responsabilités, le fait que votre fille était arrêtée et que c'est la voiture qui l'a percutée, qui l'a projetée sur le véhicule de devant, en matière de responsabilité, ça peut influer. Alors, c'est pas facile, parce que les compagnies d'assurance n'aiment pas rentrer dans des détails comme ça. Ils ont une convention, ça s'appelle la convention IRSA, où on gère de façon quasi automatique ce genre de problème. Dans votre cas, vous avez tout intérêt. Elle est assurée comment d'ailleurs, au tiers ou au tiers, au tiers. Ah oui, donc ça veut dire que en plus, alors les dégâts provoqués sur le véhicule, c'est principalement à l'arrière. On est d'accord ? Oui. C'est réparable ou pas ? On a reçu un rapport de l'expert et la valeur des travaux est bien supérieure à la valeur du véhicule. Donc ils vont vous rembourser la valeur expertisée de la voiture. Voilà. Et ensuite, la question c'est comment également faire augmenter la valeur du véhicule. Oui, alors ça, pour faire augmenter la valeur du véhicule, c'est à vous de le faire, parce qu'eux, ils vont vous donner une valeur... alors l'expert prend une valeur Argus, qui est en général une valeur minimale. C'est des valeurs entre professionnels pour le rachat des véhicules, donc c'est une valeur minimale. À vous de démontrer que le véhicule est en bon état. Si vous avez des factures, il faudra les fournir. Et puis vous prenez les annonces qui correspondent à des véhicules de même type, avec un kilométrage proche et d'une année proche de celle-là, et vous compilez tout ça et vous dites voilà, la valeur de marché, c'est, je vous dis n'importe quoi, 3 200 € et pas 2 000 € comme ce que vous m'avez proposé. C'est comme ça que vous allez négocier. Là, c'est une discussion de marchand de tapis. J'aime pas ça, moi. Moi non plus, j'aime pas ça. Faire. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais souvent, si vous dites rien, ils vous donneront la valeur que l'expert a déterminée. Par contre, si vous réclamez plus, il y a des chances que la discussion s'ouvre et que vous ayez plus. Vous avez tout intérêt à le faire. Vous avez tout intérêt aussi, effectivement, à expliquer que votre fille était arrêtée, c'est-à-dire que son véhicule était stoppé au moment où elle a été percutée et que c'est ça qui l'a projeté sur le véhicule de devant. Peut-être qu'à ce moment-là, elle n'aurait pas la responsabilité du choc sur le véhicule devant. D'accord, ok. Donc déjà essayer de gagner sur le constat. Comme mais les assureurs, on a tout intérêt à discuter avec eux. Faut pas accepter comme ça. Le seul problème, je crois, Patrick, c'est pour conclure, c'est que c'est vous qui avez fait tout l'entretien de la voiture. Donc il n'y a pas de facture en soi d'entretien. Parce qu'elle avait combien de kilomètres la voiture ? 190 000. 2007.
Après, les factures des pièces, je les ai. Le contrôle technique a été fait. Il y a des remarques dessus. Donc, voilà. Exactement. À vous de démontrer. Faites un petit dossier assez complet. Vous mettez, je sais pas, une dizaine d'annonces en référence avec une valeur moyenne de véhicules qui correspondent. Vous mettez les factures d'entretien et voilà. Et vous estimez vous-même. On va considérer que c'est une expertise contradictoire. L'expert a dit, je sais pas, quelle somme il a donné, l'expert 2900. Voilà. Et vous l'estimez à combien, la voiture? Sur les annonces, j'ai vu quelques annonces. Elle est déjà, on la voit plutôt à 3500, voire 4000. Et ben voilà, à vous de compiler pour dire voilà, nous, un véhicule équivalent, si on doit l'acheter demain, ça nous coûte 3500 €. Donc ce qu'on vous demande, c'est le remboursement de cette somme-là. Juste une question pour conclure, parce que là, on mange vraiment le temps. On ne peut pas se retourner contre... on ne peut pas porter plainte sur celui de derrière, en fait, pour essayer de faire... plainte, pourquoi? Il vous a percuté, c'est un accident. À chaque fois qu'on a un accident, on porte pas plainte. Non, des fois, je pose des questions bêtes. Et je les assume. Mais en tout cas, le pauvre, il n'a pas pu s'arrêter pour X raisons. Oui, non, mais il n'y a pas de... Voilà. Bon, Patrick, bon courage. Très bien. Vous nous tenez au courant? Oui. Bon, super. Merci Patrick, bonne journée. On vous embrasse fort. Merci à vous. À suivre dans notre rendez-vous, on parle auto, eh bien on va essayer un nounours. Ouais, on va partir à la chasse à l'ours. Kodiak. J'en profite tout de suite d'ailleurs pour vous rappeler que vous allez pouvoir suivre cet essai en vidéo sur la page YouTube de Sud Radio qui comptabilise maintenant déjà plus de 600 000 viewers. Vous êtes 600 000 à nous suivre également sur YouTube. Un grand merci. Grâce à vous. On continue de faire ce qu'on fait avec bonheur. On est dans le top 3, et quand on sera dans le top 1, on vous le signalera. On y travaille en tout cas, avec vous d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et dans quelques instants, on prendra également la direction de l'environnement avec cette question qu'on posera. Les voitures électriques émettent-elles autant de particules que les voitures thermiques? Mais tout de suite, tiens, on va parler de ce que vous appelez le nounours, l'ami Jean-Luc. Le nounours de la gamme du constructeur tchèque Skoda. C'est un grand SUV de 4,70 m de long qui va jusqu'à 7 places. Il s'appelle Kodiak. Kodiak, c'est le plus gros ours qui existe. C'est pour ça que je dis que c'est un nounours. Alors bon, quelques retouches légères esthétiques. Elle a une calandre plus verticale, des nervures de capot plus marquées, un bouclier différent pour améliorer l'aérodynamique, des phares à LED qui sont beaux. Voilà. Sur certaines versions, c'est même des feux, ce qu'on appelle matriciels, c'est-à-dire ils éclairent une partie de la route. Vous voyez, si vous n'avez jamais essayé ça, c'est vraiment top. À l'arrière également, des feux à LED. Bon, un coffre immense, c'est la principale qualité de cette voiture, c'est qu'elle est très vaste. 630 litres en 5 places, 2 places supplémentaires, parce qu'il peut être jusqu'à 7 places, qui peuvent accueillir des adultes pour des trajets courts. Le deuxième rang, c'est carrément une limousine. Les sièges sont coulissants, donc on peut avoir de place si vous transportez des Tchèques avec des grandes jambes, par exemple. Et puis, moi j'ai essayé une version alors luxe qui s'appelle Lorrain et Clément avec sellerie intégrale cuir. À l'intérieur c'est plutôt une présentation classique, mais la qualité des matériaux est bonne. Et puis il a un peu grimpé en gamme. Ce nouveau, on va l'appeler nouveau Kodiak, avec par exemple des petites surpiqûres sur la planche de bord, c'est très joli. Et d'ailleurs on commence à le voir sur la page Facebook de Sud Radio grâce à Bastien, notre réalisateur. Pour ceux qui nous suivent, qui ont la vidéo, ils peuvent le voir. Alors c'est pas le summum du high-tech à l'intérieur. On a un écran de 8 pouces alors que maintenant on a des écrans de 12 pouces centraux. Mais l'équipement, en revanche, est très complet. En particulier au niveau des aides à la conduite. Vous avez un freinage automatique d'urgence, assistant de maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif fonctionnel jusqu'à 210 km/h. Et puis sur cette version, le tableau de bord est numérique avec un écran de 10 pouces paramétrable. Sous le capot, alors on trouve normalement 2 moteurs diesel et puis un moteur essence très sportif sur la version RS et aussi, et c'est ce que j'ai essayé, un moteur 1,5 litre TSI, donc 4 cylindres essence, 150 chevaux, 260 Nm de couple, avec la désactivation de 2 cylindres quand on roule doucement. Ce qui est très étonnant, c'est qu'au moment où tout le monde fait de l'hybridation, le groupe Volkswagen, puisque Skoda appartient au groupe Volkswagen, a décidé de ne pas faire d'hybride. Alors sur route, c'était la question, est-ce que ce gros nounours, il est tout doux? Eh bien oui, parce que les suspensions sont réglées souples, il est très confortable. Le moteur est silencieux à allure stabilisée. La boîte robotisée à double embrayage DSG, elle contribue aussi à cette douceur générale. Et puis le passage de 2 à 4 cylindres est pratiquement impossible à déceler. Si ce n'est au tableau de bord, vous avez
une petite lumière qui s'allume. Alors, on peut se poser des questions. On dit, tiens, c'est un gros bébé, 4,110 m. On met un tout petit moteur 1,5 litre essence. Est-ce que ça va être suffisant? La réponse, c'est oui. Il est plutôt tonique, 0 à 100 9 secondes 8. Ce qui pêche, quand on augmente le rythme, c'est plutôt la boîte DSG. Alors, autrefois, c'était le summum de la réactivité, les DSG. Elles sont réglées différemment maintenant et elles n'aiment pas qu'on roule sportivement. Bon, on a des palettes qu'on peut toujours utiliser si on décide d'aller plus vite. Alors, en revanche, si on décide d'aller plus vite, ce gros ours, vous savez, un gros ours, c'est glouton quand même. Hein. Et ben, ça va être le cas parce que même avec 2 cylindres en moins, j'ai conduit vraiment avec un 9 sous le pied, sur les. Un œuf dur? Non, je rigole. Non, un vrai œuf sous le pied. Tout frais. Sur les routes d'Alsace, et j'ai consommé en moyenne 7,4 litres au 100. Ça veut dire que si vous avez le pied un peu plus lourd, vous serez plutôt aux alentours de 9 litres. Voilà, ça c'est le point qui pêche. Après, il est plus accessible que beaucoup de concurrents. Ça démarre dès 34 000 €. Moi, ma version super luxe coûtait 46 000 €. Il faudra rajouter quand même 1 761 € de malus. Mais vous n'avez pas de malus au poids parce qu'il n'est pas si lourd que ça. Il fait, donc vous savez que le malus démarre à 1800 kg. Il fait un peu plus de 1600 kg. Donc pas de malus au poids. Voilà. Alors, le choix de la famille quand on veut un nounours confortable pour faire de la route. Il est beau en plus. Vous savez qu'il paraît qu'on choisit quand même beaucoup au design. Je trouve qu'il est plutôt bien fini, autant à l'intérieur et extérieur. Voilà. C'est classique, mais élégant. Mais de bonne facture. Voilà, classique, élégant, de bonne facture, un peu comme nous, quoi. C'est ça. Voilà, classique, élégant, avec un S et de bonne facture. Et pas trop sobre, un peu comme nous. Oh, bah, carrément comme nous. Alors moi, je fais pas du 7 litres 5 au 100 km. Bon, et vous retrouvez évidemment la super vidéo d'après l'essai total. Hein. Donc là, il y a à peu près 12-13 minutes de vidéo sur cet essai, sur la page YouTube de Sud Radio, où, oui, on est fiers de vous. On est fiers de vous. Vous êtes 600 000 à nous suivre maintenant, plaçant Sud Radio sur YouTube parmi le top 3 des radios sur YouTube. En France, on en est ravis. Merci beaucoup. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler d'environnement avec une question vraiment qui, peut-être que vous avez déjà posé cette question d'ailleurs. Les voitures électriques émettent-elles autant de particules que les voitures thermiques? On va en parler, Jean-Luc, avec, je crois que c'est Michel qui va nous... Philippe, non, c'est Philippe qui posait la question. Qui m'a posé la question sur, d'une façon un petit peu genre, vous qui êtes le chantre de la voiture électrique, alors ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis le chantre de rien du tout. Je trouve qu'il y a des bonnes solutions à appliquer en fonction de l'usage de chacun. Le gros rouleur a toujours intérêt à rouler en diesel. Celui qui est en ville, pour moi, il a intérêt à rouler, pas forcément en électrique, mais au moins en voiture hybride. Donc il y a toujours le bon choix. Pour le bon usage, voilà. Donc, il me taquinait un petit peu en disant, voilà, vous qui défendez la voiture électrique, vous avez sans doute vu, alors ça a été repris par l'ensemble de la presse, l'étude de l'ADEME qui dit que finalement, les voitures électriques ont assez peu d'avantages en termes d'émissions de particules. Alors, pourquoi? Déjà, on va décrypter ça. Déjà, la moitié des particules du trafic routier en Europe est liée au freinage et aux pneumatiques. Aujourd'hui, depuis qu'on a généralisé les filtres à particules sur les véhicules, que ce soit essence ou diesel. Le diesel a eu un filtre à particules plus tôt parce qu'il était plus émetteur de particules, mais même les moteurs essence à injection directe aujourd'hui ont des filtres à particules. Finalement, la principale émission de particules, ce sont les freins. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est les pneumatiques et l'usure de la route. Voilà. Aujourd'hui, une berline disperse 20 mg par kilomètre de particules, c'est 4 fois plus que ce qu'on mesure à l'échappement. Et quand vous prenez les SUV, malheureusement la mode des SUV c'est pas ça, c'est 60 mg par kilomètre. Et vous voyez bien que c'était déjà 4 fois plus à 20 mg. Donc c'est la première source d'émissions de particules. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir une petite voiture en fait? Alors oui, aujourd'hui, il vaut mieux avoir une petite voiture. Et même une grosse Tesla, la Y, elle pollue autant? Ce qu'il y a dans cette étude, ce qui est dit dans cette étude, c'est que, alors au niveau du freinage, l'ADEME qui a repris cette étude européenne dit sur le freinage, le véhicule électrique a un avantage. Alors on n'a pas les mêmes. Moi, j'ai pas les mêmes chiffres que eux, parce que moi qui roule au quotidien en véhicule hybride, on peut considérer que c'est comme un véhicule électrique, puisqu'en décélération, vous avez une partie du freinage qui est en électrique. Je vais vous donner l'exemple. Moi, j'ai 160 000 km sur mon SUV qui est lourd. J'ai toujours pas changé les plaquettes de frein, simplement parce que j'utilise absolument pas le freinage mécanique et j'utilise la régénération. Donc, on a moins
de particules de freinage. C'est les plus dangereuses. Hein. C'est des particules nanométriques, des particules métalliques nanométriques. C'est les particules les plus dangereuses pour la santé. On en avait parlé d'ailleurs. Oui. Ça sera dans la future norme Euro 7 où on tiendra compte de ces émissions de particules de frein. Donc le véhicule électrique conserve un avantage en émissions de particules de freinage, mais en émissions en usure de pneumatiques et en usure de la route, il est à peu près au même niveau, voire un peu plus. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques sont très puissants, ont tendance, quand on les sollicite, à user un peu plus leur pneumatique, à user un peu plus la route, donc c'est légèrement plus émetteur. Donc quand on prend le bilan global des émissions de particules, en plus on remet en suspension les particules qui sont au sol. Donc la taille des pneumatiques a une importance, plus un pneu va être large, plus il va remettre en suspension de particules. Donc les véhicules électriques conservent un avantage global, mais il n'est pas aussi important que ce qu'on pourrait imaginer. À partir du moment où on parle des particules primaires émises par le véhicule. Mais, et c'est là que plein de gens ont oublié le petit mais qui était quand même noté dans le rapport de l'ADEME, il y a ce qu'on appelle les particules secondaires, et je vais quand même vous signaler que depuis le début de l'année, toutes les alertes particules qu'on a eues, c'était que des particules secondaires. Les particules secondaires sont émises à la fois par le trafic routier, donc c'est les oxydes d'azote émis par les véhicules, et on a vu que c'est l'épandage dans les champs, et au final, on a du nitrate d'ammonium, c'est des particules secondaires, et les alertes pollution qu'on a eues, c'était du nitrate d'ammonium. Donc, un véhicule électrique, lui, il n'émet pas du tout d'oxyde d'azote, il n'émet pas d'ammoniac comme les diesels les plus récents qui ont des systèmes SCR qui émettent de l'ammoniac à l'échappement. Donc, le véhicule électrique, lui, zéro émission de particules secondaires. Il n'y est pour rien. Donc, quand on considère aujourd'hui les particules primaires et secondaires, on se rend compte à peu près il y a un équilibre. En fait, on va avoir, si on prend la totalité, les particules directes et les particules secondaires, le véhicule électrique émettra moitié moins de particules. D'accord. Voilà. Okay. Sans compter que on mesure 5 polluants qui sortent d'un échappement, il y en a 1400. Donc il y a un paquet de trucs. Et surtout les transports publics. Bon là, on a parlé pour une toute autre affaire des fameux bus, mais il y aura de plus en plus de bus électriques et tout ça. C'est la même chose. Pour les freinages. On peut considérer que c'est pareil. À partir du moment où on a un moteur électrique qui va faire la décélération, on gagne évidemment sur les émissions de particules de freinage. Mais souvenez-vous, on avait fait venir une société qui a inventé un filtre à particules de frein. Oui. Un système d'aspiration, c'est comme un aspirateur, quand vous freinez, ça aspire les particules et ça les stocke dans un petit filtre qu'on change à chaque fois qu'on fait la règle. Alors ça va arriver parce que la réglementation va imposer de diminuer les émissions de particules de frein. D'accord. Et on a une question de notre co-animateur de Facebook sur la page Sud Radio, c'est notre ami Stéphane. Quid des disques carbone? Est-ce que ça va être un problème sanitaire? Alors, qu'est-ce que le disque carbone? Expliquez-moi la mise. Le disque carbone, c'est beaucoup plus léger, ça permet d'avoir des puissances de freinage supérieures parce que un disque carbone, ça peut monter à des températures extrêmes. Je ne sais pas si vous avez vu déjà les voitures de course aux 24 heures du Mans. Parce que les courses la nuit, il y en a assez peu, mais aux 24 heures du Mans, ils roulent la nuit. Quand ils arrivent en bout de la ligne droite et qu'ils freinent, ils sont à 400 km/h et qu'ils freinent extrêmement fort, vous avez le disque qui devient rouge. Ça éclaire autour de la voiture. Et bon, c'est des disques carbone parce qu'ils supportent une température beaucoup plus élevée. Mais une option, tiens, juste un exemple, est-ce que ça va se généraliser? Sur une Porsche, c'est une option à 10 000 €. Donc avant que ça arrive sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, non. Je vais continuer à sortir mon pied, moi, et faire avec ma pédale. Voilà, donc on ne parle pas des émissions de ces véhicules-là qui sont... Oh là 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 là. Ça doit représenter 0,00. Merci à Philippe d'avoir posé sa question sur jeparticipe@sudradio.fr, puisque vous pouvez le faire également. Vous mettez bien On parle auto dans Objet, évidemment votre question et votre contact complet, y compris votre numéro de téléphone, pour que l'on puisse vous rappeler d'ailleurs. Allez, dans quelques instants, c'est en direct au 0800 26 300 300 que nous vous donnons la parole avec votre question également, et puis on terminera cette première heure de On parle auto avec Parlons pneus, parlons bien, et on va décrypter les indices de vitesse des pneumatiques. On vous donne un indice. Oh là là, elle disait maître... Non, comment il s'appelait? Je vais en parler à ma femme. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back2Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur back2car.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Je vous rappelle qu'après 13h, nous allons vous parler d'une super nénette qui a 75 ans, mais toujours aussi sexy, on n'en dira pas plus. Mais tout de suite, on va parler pneus. Parlons bien avec vous sur Sud Radio dans On parle auto. On va parler des indices de vitesse des pneumatiques avec notre invité Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Non, c'est pas ça. Ah mais non, mais c'est pas tout de suite, il y a Stéphane. Ah bah oui. Alors il faut qu'on explique ce qui s'est passé à nos amis qui écoutent là en disant mais Laurent, ça y est, on lui a enlevé des neurones. C'est parce qu'on vient de beaucoup rigoler tous les trois pendant la pub, on va appeler ça comme ça. Et il faudrait d'ailleurs filmer les intermèdes pubs et pouvoir les diffuser. Et du coup, je rigolais tellement. Moi, je pourrais vous faire des bêtises. Que j'ai eu du mal à me remettre sur le conducteur. Autant pour donc moi. c'est bien du direct, hein, c'est la preuve. Voilà. Et on a Stéphane avec nous qui se dit zut, on m'a oublié. Non, bonjour Stéphane. Salut Stéphane. Allô, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Saint-Geneviève dans l'Oise. Ah bon, ça va. Bon, désolé, j'ai failli vous appeler Stéphane, pardon. Il n'y a pas de problème. Bon, on vous écoute Stéphane. Alors, j'ai fait installer un boîtier Biomotors il y a 3 ans de ça, sur une Renault Clio 3 phase 2. Stéphane, excusez-moi de vous couper la parole, monsieur Stéphane de l'Oise. Est-ce que vous êtes sur haut-parleur? Oui, je viens d'enlever, excusez-moi. Ouais, c'est beaucoup mieux, merci. Non, mais il n'y a pas de souci. La première fois, c'est mon baptême, on va dire. Un partout. En direct. Je fais des erreurs, malheureusement. Oui, mais moi aussi, j'en fais tout le temps. Donc, vous avez fait installer un boîtier Biomotors il y a 3 ans, sur une Clio 3 1 litre 2, Clio 3 litre 2. D'accord. Voilà. Et le problème, c'est que depuis le début, elle a un problème de démarrage tout le temps. Les petits démarrages, il faut que je démarre 2 fois, à chaque fois. Alors, elle a un problème de démarrage quand vous êtes à l'éthanol. On est d'accord? Oui, tout à fait. Bon, alors... si je peux me permettre, j'ai constaté que quand le boîtier, il y a 2 témoins dans le boîtier Biomotors, il ne clignote jamais moteur froid. Jamais. D'accord. Alors bon, il y a un problème. Vous l'avez fait déjà, vous l'avez reporté chez l'installateur parce que vous savez qu'au départ, il y a tout un tas de réglages à faire au moment où vous l'ai fait plusieurs fois, j'y suis retourné plusieurs fois. Alors l'installateur après. Alors moi j'ai 2 pistes. D'abord, vous avez un modèle qui est qui peut avoir des problèmes d'allumage. Est-ce que vos bougies, vos fils et vos bobines surtout sont en bon état? Parce que l'éthanol s'enflamme moins bien que l'essence. Même en admettant, pour l'instant on va laisser de côté le boîtier, même en admettant que le boîtier soit bien réglé, à l'éthanol, votre voiture aura de toute façon un peu plus de difficultés à démarrer si les bougies, les bobines ou les fils sont en mauvais état. Donc déjà, est-ce que vous êtes sûr que ça c'est en bon état? En tout cas, quand il n'y a pas d'éthanol, j'ai déjà fait un test parce que oui, ça démarre plus facilement, mais nickel, direct. Oui, d'accord. Tiens, un petit truc pour les fils de bougie, je dis pour tout le monde, vous mettez dans le noir, vous baissez le capot et vous démarrez. Si ça fait des micros étincelles, c'est que les fils de bougie sont foutus. Okay, bon, voilà. Alors, super astuce. Changez quand même les bougies. C'est pas pour le prix que ça coûte. Changez les bougies déjà par sécurité. Deuxième chose, si votre boîtier éthanol qui fait chaud, froid, etc. A des difficultés à faire démarrer votre voiture, c'est que il n'a pas de fonction starter. Donc s'il n'a pas de fonction starter, c'est simplement que la sonde de température sans doute ne fonctionne pas. Donc le boîtier n'a pas d'indication de la température. Donc pour lui, votre moteur il est chaud. Donc, il ne met pas de starter. On comprend bien le starter, même quand on n'est pas un spécialiste. On a tous connu autrefois des voitures où il fallait tirer le starter pour démarrer quand il faisait froid. Et bien là, imaginez que ça se fait automatiquement. Mais sauf que comme le boîtier n'a pas l'information de la sonde de température ou une mauvaise information, il ne va pas mettre de starter, donc vous allez avoir du mal à démarrer, il faudra s'y reprendre à 2-3 fois. Donc, demandez quand même à l'installateur qui vérifie cette sonde. J'ai pas arrêté de dire que j'ai signalé ce problème-là, mais à force l'installateur il en a marre aussi. Alors on va faire encore. J'aime pas déranger les gens. Non mais attendez, Stéphane, on va faire encore différent. Vous allez m'envoyer, puisque vous avez mes coordonnées, vous allez m'envoyer l'immatriculation de votre voiture. Moi je vais voir auprès de Biomotors. Exactement ce qu'on peut faire directement. C'est pas normal que depuis 3 ans vous ayez ces soucis-là et que l'installateur n'arrive pas à les régler. Donc on va régler. Je suis vos conseils, Jean-Luc. Oui. Ça fait des années, je vous suis, des années, des décennies même. Alors je vous promets, je m'occupe de ça, Stéphane, directement auprès de Biomotors pour. Alors ça sera plus simple quand ils pourront identifier votre véhicule et savoir qui a installé et quel boîtier vous avez exactement sur le véhicule. Il n'est pas exclu qu'ils vous mettent un boîtier plus récent d'ailleurs en remplacement de celui-là.
Bah voilà, je veux que ça fonctionne, quoi. J'ai fait un Oui, mais vous allez voir, je vais vous dire, je prends l'engagement. Je fais confiance aux nouvelles technologies, j'essaie de faire confiance aux vos conseils. Mais je prends l'engagement que ça va fonctionner, vous inquiétez pas, on va faire le nécessaire. Sur quelles coordonnées? J'ai pas de coordonnées. C'est le numéro que j'ai reçu? Oui, c'est ça. D'accord, je peux vous dire, oui, c'est sûr. D'accord. Bon, écoutez, ça va. Faites-le tout de suite, comme ça vous oubliez pas, Stéphane, et puis je m'en occupe dans la. Alors, je vais expliquer à tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous en prie. On vous embrasse Stéphane. fort. Bon week-end. Je vais expliquer à tout le monde quand Stéphane vous dit sur l'adresse que j'ai reçue. Pourquoi? Parce que quand vous nous envoyez un mail sur jeparticipe@Sud moi, Radio, je vous contacte pour vous demander si vous voulez passer à la radio. Donc moi, je passe tous les mails à notre ami Jean-Luc en faisant transférer bisous. Hein, je sais pas, tu reçois 25 bisous par jour, toi, du coup. Et du coup, Jean-Luc vous rappelle ou vous recontacte. Donc c'est pour ça que c'est son adresse après qui apparaît. Voilà. Donc vous savez tout. Bon, là, pour le coup, c'est parlons tu pneus. vois, j'ai pas dit que des bêtises. Parlons pneus maintenant. C'est maintenant. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et nous accueillons tout de suite Dominique Semfeld. Vous m'avez tellement manqué que ça fait au moins 3 minutes que je vous attends, Dominique. Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Président du syndicat des professionnels du pneu. Ouais, alors le flanc des pneumatiques, Dominique, il est plein d'indications. Alors je me demande d'ailleurs, même si on est président du syndicat des professionnels du pneu, on connaît toute la signification de ces indices qu'il y a tous les chiffres qu'il y a sur le côté d'un pneu. Vous le connaissez, vous? Alors on fait beaucoup d'efforts pour savoir tout ce qui est gravé sur le flanc d'un pneu, sachant que ces gravages, ils sont valables pour le monde entier et ils sont adaptés à la loi de chaque territoire. Donc en fait, il y a des gravages qui concernent les États-Unis ou l'Amérique du Nord, des gravages qui concernent l'Asie et d'autres qui concernent l'Europe. Bon, alors, il y a quand même une indication primordiale, c'est l'indice de vitesse du pneumatique, c'est-à-dire c'est la vitesse maximum auquel le pneu peut rouler, on est d'accord, hein. C'est noté comment sur un pneumatique? Pourquoi on ne met pas la vitesse, tiens, Maxi, écrit en km/h? Alors, tout d'abord, et pour finir de répondre à votre question précédente, l'appellation dimensionnelle des pneumatiques est normée au plan mondial. C'est-à-dire qu'un pneumatique qui est fabriqué et utilisé, quel que soit l'endroit dans le monde, a la même appellation dimensionnelle, donc ce qui permet en fait d'avoir un marché qui est complètement mondialisé. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas la vitesse en km/h, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas en km/h. Donc je prends un exemple, par exemple. J'ai un pneu 205 55 R16 91V, ça y est, on a perdu la moitié. Non mais R16 c'est Renault, ça. Voilà, on a perdu la moitié des auditeurs. Le symbole de vitesse là-dedans, c'est quoi? Alors le symbole de vitesse, c'est la lettre qui se trouve tout à la fin, c'est le V. D'accord. V pour vitesse. Ouais. Voilà. Non. Pardon. Pas tout à fait. Et donc c'est cette lettre-là qui est tout à la fin de l'appellation dimensionnelle qui détermine la vitesse pour laquelle le pneumatique a été conçu. D'accord. Alors cette table, elle va de... Alors ça c'est A1, c'est pour la voiture à pédale de Laurence qui va jusqu'à 5 km/h. Oui, monsieur. Et ça va jusqu'à Y. Et Y, c'est combien? C'est 300 km/h. Oui, ça devrait suffire pour rouler dans Paris. Voilà, donc en fait les premières lettres A et B concernent des usages agricoles, des tracteurs par exemple. Ouais. Ah merci pour le tracteur, voilà. Jean-Luc. LM équipe par exemple des poids lourds, on va de Q à H pour des camionnettes, et pour les véhicules de tourisme, les symboles les plus courants utilisés aujourd'hui, c'est S 190 km/h, H 210 km/h et V 240 km/h. C'est bizarre parce que entre S et V, H c'est pas vraiment dans l'ordre alphabétique. Alors on va refaire un peu d'histoire. Je sais que vous aimez l'histoire. Oui. Parce que à l'origine, en fait, il y avait seulement 3 symboles, S ou SR pour standard, H ou HR pour high speed, et V ou VR pour very high speed. Et quand les organismes chargés des normes ont mis en place une échelle plus fine, donc de A à Y, le H est resté à sa place initiale, ce qui explique cette anomalie dans la hiérarchisation. Mais quand on change les pneus de sa voiture, par exemple, vous achetez une voiture neuve, 2 ans après ou quelques kilomètres après, vous devez changer les pneus. Il vaut mieux se référer à ce que le constructeur avait mis. Il faut le même indice de vitesse obligatoirement quand on change les pneus? Alors il faut le même indice de vitesse
au minimum. Donc on peut mettre un indice de vitesse supérieur si on veut améliorer les performances, mais en aucun cas on ne peut utiliser un indice de vitesse inférieur parce qu'il y a d'abord des risques techniques. Il y a également le risque... Dominique, je fais une petite parenthèse. Si j'ai un pneu 180 km/h et que je roule à 200, il ne va pas éclater d'un coup, on est d'accord? Non, alors il y a des marges de tolérance. Sur autoroute en Allemagne, oui, parce que là je regardais avec les gros yeux l'ami Jean-Luc, je vais il y a des marges de tolérance, mais si vous avez un accident, vous risquez la déchéance de l'assurance. Donc il y a quand même des ennuis à prévoir si on ne respecte pas cette tolérance. Et on ne pense pas à tout ça en fait. Hein. Mais ça sert à C'est pour ça que c'est bien, on parle auto sur Sud Radio. Ça sert à quoi, puisque c'est limité, enfin en tout cas chez nous à 130 km/h, d'avoir des indices de vitesse au-delà de 300 km/h? Alors en fait, les pneumatiques sont développés dans le cadre de performances globales. Si on a un pneumatique qui est prévu pour avoir des performances en matière de vitesse, il a également des performances au même niveau en termes d'accélération, de freinage, de tenue de route, etc. C'est la performance globale alors. Question moto, même si on parle auto, une petite parenthèse pour nos amis moto. Moto c'est pareil, c'est les mêmes indices. Alors... tracteur agricole, camion, voiture, moto, ce sont les mêmes indices, c'est la même échelle et c'est la même appellation dimensionnelle. D'accord. Et quand on met des pneus hiver, on a le droit de descendre d'un indice de vitesse, si j'ai bien appris ma leçon. Alors ça, je vous l'avais déjà expliqué. On peut descendre même de plusieurs indices de vitesse, mais la législation, je sais que ça fait rire Laurence, la législation impose de mettre un petit sticker visible du conducteur sur le tableau de bord. D'accord. Pour pas qu'il oublie qu'il n'a pas le droit de rouler à plus de... Pour pas qu'il oublie, en fait, c'est un rappel. Ne dépassez pas 250 km/h. En 10 secondes, en 10 secondes, Dominique, pour notre troisième co-animateur de On parle auto sur Sud Radio, Stéphane de Facebook, Sud Radio, et la Bugatti Chiron. La fameuse. Alors bon, c'est un pneumatique exceptionnel qui a été fabriqué exceptionnellement pour cette voiture, qui n'est pas commercialisée d'ailleurs dans le circuit. Voilà. Et pour information, c'est un pneumatique qui est vendu de l'ordre de 10 000 € pièce. Voilà, c'est ça. Alors faites comme Stéphane, devenez les co-animateurs de On parle auto sur Sud Radio, sur la page Facebook, vous posez vos questions en direct. On vous embrasse, bon week-end du côté de la belle Provence. Merci beaucoup. À très vite. Bon week-end à vous tous. Allez mes enfants, vous savez ce qu'on fait après 13h? On va fêter l'anniversaire de Nénette. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Voilà, quand on vous dit que on est bien ensemble pendant ces moments. Bon allez, on se recentre un petit peu. Merci beaucoup d'être avec nous. 13h02, on est parti pour la dernière demi-heure d'On parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et puis vous avez tout simplement, à ce moment de notre émission, place aussi au 0826 300 300 pour poser vos questions, ou même les questions Facebook. Mais là, on a notre co-animateur Stéphane qui répond à toutes les questions sur Facebook. On accueille Dominique au 0826 300 300. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Comment ça va? Très très bien, merci. Vous savez pourquoi on rigolait? Allez, vas-y Bastien, assume-le. Assume-le, s'il te plaît. Voilà. C'est que le standard nous a prévenu que vous avez appelé, et donc on dit « Ah, c'est Dominique ». Et donc tous les deux, avec l'ami Jean-Luc, on avait cette chanson. Je me désolidarise totalement. Non. Dominique, on n'a pas dû vous la faire 100 millions de fois depuis. Oui, mais pas aussi bien. On vous l'a pas fait aussi bien que là, sur une antenne de radio. Jamais à la radio. Voilà. On vous écoute Dominique pour votre question. Alors j'avais une petite question moi, il y a très longtemps que j'ai eu le permis déjà, bon c'est une chose, mais il se trouve qu'en ce moment j'ai une location, c'est une Polo TSI, donc une Polo récence, et elle me met un message quand je rétrograde et que j'utilise un peu trop le frein moteur, elle me met un message en disant pour des raisons, il serait bien si vous voulez économiser de l'essence de rétrograder en dessous de 1300 tours minute. Alors que moi, on m'a toujours dit, et Jean-Luc peut-être me confirmera, que quand on rétrograde, on utilise un frein moteur et que par définition, normalement, l'injection est coupée.
J'étais un peu étonné du message de chez Volkswagen. Effectivement. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, quand vous rétrogradez, vous allez faire remonter de l'huile, vous allez améliorer un peu le graissage du moteur, ça c'est la première chose. Et puis, on a parlé, vous savez, des particules tout à l'heure. On a parlé des particules de frein. Donc, quand vous mettez du frein moteur, vous aurez moins besoin de solliciter le freinage mécanique et vous émettrez moins de particules de frein. Donc c'est plus écologique de rétrograder comme vous le faites. Et en plus, c'est vrai que toutes les voitures modernes ont une coupure d'injection en décélération. Donc ça n'a absolument aucune incidence, sauf que vous perdez plus vite de l'élan. C'est la seule chose. C'est la seule chose, c'est que vous allez perdre l'élan que vous aviez. Oui, mais bon, quelquefois, il est plus intéressant exactement, bien sûr. Un peu fort que de... D'accord. Oui, donc c'est vous. J'étais étonné du message de l'ordinateur. C'est l'ordinateur de bord, hein. Bon, vous qui avez conduit plusieurs. Oui, mais c'est vous qui avez raison. En revanche, dans l'autre sens, sur le passage des rapports ou le fait de rétrograder, vous avez tout intérêt à suivre les conseils de l'ordinateur de bord, qui lui connaît parfaitement ce qu'on appelle le mapping, donc la cartographie du moteur, et sait quels sont les bons points de rendement de ce moteur. Donc, il va vous inciter à être au meilleur point de rendement. En fait, un moteur thermique, que ce soit essence ou diesel, il a un point de rendement. Je vais vous dire n'importe quoi, sur un moteur essence, ça va être en général entre le régime de couple et le régime de puissance. Pareil sur un diesel. Donc sur un moteur essence, on va dire qu'aux alentours de 3000 tours, c'est là que vous consommerez moins. Aux alentours de 2000 tours, c'est là que vous consommerez le moins sur un moteur diesel. Donc on a tout intérêt à faire ça. Donc quand vous montez, vous allez voir, quand vous accélérez, vous démarrez, l'ordinateur va vous indiquer de passer rapidement les rapports supérieurs. Moi, c'est le conseil que je donne à chaque fois, c'est essayer d'être le plus vite possible sur le rapport maximum qui correspond à la vitesse à laquelle vous allez rouler. Si vous êtes sur une route de campagne, 80, donc là vous serez en 5e ou 6e en fonction de votre boîte de vitesse. Et le but, c'est d'être le plus rapidement possible sur le 6e rapport. Et c'est là, quitte à accélérer un peu plus fort avant, c'est pas en accélérant tout doucement qu'on fait des économies de carburant. C'est pas en démarrant à la vitesse d'un escargot malade. L'exemple que je prends, c'est que quand je fais des challenges d'éco-conduite, je gagne souvent, et je gagne souvent en étant le plus rapide. Monsieur ? Donc ça veut pas dire justement que je me traîne. L'éco-conduite, c'est pas rouler doucement. Ce que n'aime pas d'ailleurs le ministère de l'Environnement, ils n'aiment pas qu'on parle d'éco-conduite, parce que quand on donne les vrais conseils d'éco-conduite, justement, c'est pas se traîner comme des limaces. C'est souvent avoir une conduite un tout petit peu plus dynamique, mais appropriée. Et principalement, là où on gagne le plus, c'est anticiper en décélération. Si vous arrivez que vous freinez comme une brute avant le virage et que vous accélérez comme une mule juste derrière, c'est clair que là vous faites pas d'économie de conduite. Mais si vous ralentissez un peu moins dans le virage, c'est-à-dire vous passez un peu plus vite dans le virage, vous aurez perdu moins d'énergie cinétique, vous aurez moins besoin de réaccélérer avant. Ça veut dire que vous allez rouler un peu plus vite dans les virages. Et ça, c'est ça, ils aiment pas. Ils aiment pas. Donc, voilà. Donc, mais dans votre cas, vous avez raison. Effectivement, il vaut mieux rétrograder plutôt que d'attendre que le régime soit très très bas. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre et ce qu'on m'a toujours expliqué depuis. Vous aviez raison. Je vais continuer et pas écouter les conseils de Monsieur Volkswagen. Et voilà. Pour ce qui est du rétrogradage, on est bien d'accord. Il vaut mieux écouter l'ami Jean-Luc. Voilà, tout à fait. Dominique, vous habitez à Pau d'ailleurs, où l'on écoute Sud Radio sur le 102. Merci d'être à notre écoute régulièrement. Voilà, où il y a le Grand Prix de Pau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est ce week-end. Je pensais voir M. Moreau, je pensais voir Jean-Luc. Non, je le garde avec moi à Paris. Moi, je suis consigné à Paris, alors donc je peux pas y aller. Ah ouais, Grand Prix de Pau, ça va être super. C'est vraiment super. On peut pas prendre un avion là ? Bah si. On vous laisse alors. Bon allez, salut. Je vais vous chercher à l'aéroport tout à l'heure. On laisse Bastien finir l'émission tout seul. Merci Dominique. On vous embrasse Dominique. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Allez, tout de suite, on va prendre un autre auditeur pour une autre question, parce qu'il y a plein de gens qui font le 0826 300 300. Et là, c'est la rubrique Quel auto choisir ? Sud Radio, on parle auto. Quel auto choisir ? Et c'est Guillaume Godefroy qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. J'ai carrément donné votre nom de famille, dites donc. Allez, hop là. On va donner son numéro de téléphone. Alors 06 0... Mais non, mais on vous taquine évidemment. Guillaume, vous nous appelez d'où ? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. J'appelle de Cotignac, un petit village dans le Var. Oh, j'adore. Oh, c'est cool. Le Côte de Provence. Mais oui, et vous êtes où dans ce qu'on appelle le Var, la Provence verte, ou vous êtes plutôt près... Voilà, c'est ça, le Haut-Var. Le Haut-Var. Ah, là, qu'est-ce que vous êtes bien. Il y a plein de jolies maisons de vin. Il y a le château de Sainte-Croix, pas très loin, vous connaissez ?
Non, ça me dit quelque chose. Alors ouais. voilà, vous au château de Sainte-Croix, c'est la famille Pellepol. Oui, il y a ça aussi, mais allez voir le château de Sainte-Croix, ils font des jolies choses. La famille Pellepol, et c'est Stéphane aujourd'hui, le jeune homme qui. Bon bref, je vous raconterai l'histoire de la Provence bientôt. Le livre devrait sortir au mois de septembre si tout va bien. On vous en parlera en détail. On vous écoute, quel auto choisir du coup? Et oui, donc c'est l'auto pour ma belle-fille qui va avoir le permis bientôt. Oh, et donc dis donc, elle a de la chance. Et vous voulez pas offrir des voitures pour un jeune permis qui fait ses armes. D'accord. Vous voulez pas offrir des voitures à des animateurs de radio sympathiques et des animatrices. Alors voilà. Bon, donc voilà, moi, la condition, c'est qu'elle va prendre un peu l'autoroute toutes les semaines. Donc on voudrait pas une petite voiture qui soit un peu instable, qui est une prise au vent, quoi. D'accord. Voilà, mais surtout, votre budget, c'est quoi? C'est parce que c'est ça, le nerf de la guerre. Ouais, autour de 5 000. D'accord. Donc, une petite voiture qui puisse faire de l'autoroute, pas trop chère, qui soit un peu sexy, parce que j'imagine que faire acheter à une jeune fille qui vient d'avoir son permis un truc qui est franchement moche, un Fiat Multipla, par exemple, ça lui plairait pas. On est d'accord? Non, c'est ça. Donc, puisqu'on est chez Fiat, une Fiat 500, c'est glamour, la présentation intérieure, c'est plutôt flatteur, c'est agile en ville, sur la route, ça se comporte pas trop mal. Bon, les défauts, c'est que les places arrière sont pas très vastes, le coffre est un peu symbolique. Elle a besoin d'un grand coffre ou pas? Elle a besoin de 5 portes ou pas? Oui, elle veut 5 portes. Elle veut 5 portes. Ah, ouais. C'est plus pratique. Hein. Kia Picanto, c'est fiable, c'est extrêmement fiable. C'est maniable, ça présente bien aussi. Tenue de route sécurisante, donc si elle fait de l'autoroute, ça sera bien. Il y a 5 portes, donc là, elle pourra transporter des camarades. Vous avez aussi la Suzuki Swift, qui est une voiture que moi j'aime bien. D'accord. C'est plaisant à conduire. Alors c'est un peu plus habitable que la Picanto. C'est fiable également. Bon, il n'y a que le coffre qui manque de volume sur les premières générations parce que vous aurez forcément une première génération avec le budget que vous allez mettre. C'est un peu ferme en confort, mais bon, elle est jeune donc elle a encore pas trop mal dans le dos, on est d'accord? C'est ça, on est d'accord. Donc voilà. Moi j'irais plutôt sur ces modèles-là parce qu'après, dans ces budgets-là, vous avez de la Twingo aussi, mais si elle fait de l'autoroute, c'est les Twingo. Alors. Moi, je préfère la première génération à celle d'après. Pourquoi? Parce qu'elle a une bouille sympathique et la Twingo 2, je la trouvais moins sympa. Voilà, c'est tout. Mais ça peut aussi être une solution. Le grand classique des classiques dans la catégorie des petites voitures pas trop chères pour ceux qui débutent, c'est la Renault Clio. C'est un peu la 4L ou la 2 chevaux de notre enfance. Aujourd'hui, c'est la voiture la plus vendue en occasion pour les jeunes permis. Mais je pense que si vous proposez donc à votre belle-fille une voiture que tout le monde n'a pas, une Swift ou une Clio, je pense qu'elle va tout de suite, la Swift, tout de suite vous dire la Swift. Et elle aura raison. C'est un peu plus sympa à conduire en plus. Enfin, tout dépend de la Clio, mais. On avait reçu le monsieur Suzuki ici. On avait beaucoup parlé. C'est un gros succès la Swift. Toutes les générations de Swift, il n'y a pas des modèles à éviter, Alors, de toute façon, ça ne sera pas un diesel. Oui. On est d'accord. Alors, à éviter les diesels, voilà, parce que les diesels chez Suzuki ont été longtemps des diesels Fiat, et il y a toujours eu un peu plus de problèmes que sur les moteurs essence qui étaient des moteurs japonais. Donc, un modèle, de toute façon, en diesel, dans votre budget, je pense que je suis pas sûr que ça passe. Bon, bref. D'accord. Mais essence, vous avez vu aujourd'hui, tiens, je le redis pour tout le monde, le différentiel entre le gasoil et l'essence va continuer à augmenter en défaveur du diesel. Parce que ça coûte. Jusqu'à présent, on avait des taxes qui étaient moins importantes sur le diesel. C'est pour ça que le gasoil était moins cher dans notre pays que l'essence. Les taxes sont toujours plus intéressantes sur le gasoil, mais il est tellement plus cher à fabriquer, le gazole, que malheureusement, comme on est en tension, parce que vous savez, maintenant le chiffre, je vous l'avais donné avant que tout le monde le donne, un quart du gasoil français vient de Russie. Bon, déjà celui-là, il faudra tirer un trait dessus. Et puis, on est en déficit de production de gazole. On utilise des coupes lourdes du pétrole pour refaire du gazole. Ça coûte très cher de transformer, alors c'est pas des bitumes exactement, mais des fioul lourds, de les transformer en gazole, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut du gaz pour faire de l'hydrogène, pour dessoufrer le gasoil. Donc tout ça, ça rajoute encore au prix. Donc on va avoir une tension qui va être de plus en plus importante sur le gasoil et le différentiel de prix va malheureusement augmenter.
Donc évitez. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de diesel sur la Swift. Si, il y a eu. Ah, mais il y en a là, les dernières. Non, les dernières, non. Mais là, on parle des modèles. Oui, en occasion. En occasion, ça sera une des premières, avec un budget de 5 000 euros. Non, puis on est en Ile-de-France avec vous, non, Guillaume? Ah non, je suis en région PACA. Ah oui, pardon, vous êtes dans le Var. Oh, décidément, j'ai pas de neuro de moi ce matin. Alzheimer. Ah oui, c'est vrai. Non, ouais. Oui, mais enfin, attention, parce que les ZFE, il n'y en a pas qu'en Ile-de-France. Hein. Et je me demande s'il n'y en a pas une à Marseille. Et donc, vous n'êtes pas très loin, en fait. Hein. Et donc, quoi qu'il en soit, un vieux diesel, votre fille aura peut-être un moment ou un autre. Les ZFE, on en a déjà parlé avant que ça arrive, à mon avis. Ouais, j'espère que vous avez raison, l'ami Jean-Luc. Un petit moment. La zone à faible émission pour les gens qui arrivent à l'écoute de Sud Radio dans On parle auto. De quoi il parle, Laurence? ZFE. Bon, ok. Bon, ça va pour vous du coup, Guillaume? Impeccable, merci beaucoup. Bon, écoutez, la Swift alors. Ouais, un bisou à votre puce qui se prénomme Sarah Luna. Ah, c'est beau, Sarah Luna. Ouais, c'est très mignon, vous avez du goût. On vous embrasse fort, fort, fort. Prenez soin des gens que vous aimez et passez un super week-end. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, mon petit doigt me dit que vous allez nous parler, vous, Jean-Luc, de la nénette. Qu'est-ce que la nénette? On découvre ça dans quelques instants. Oui, et pas que de celle dont on va vraiment parler. À tout de suite. Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto. Votre émission, et vous pouvez, vous savez, nous joindre pour poser toutes vos questions au 0826 300 300 ou même tout simplement par mail. Je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet et toutes vos coordonnées pour que l'on puisse vous recontacter. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on va, juste avant d'accueillir Paul, qui nous appelle pour une question au 0826 300 300, souhaiter un bel anniversaire à Nanette, 75 ans. Mais c'est qui cette Nanette? Toujours aussi sexy. Tout le monde connaît, tous ceux qui ont une voiture connaissent au moins la Nénette. Vous avez déjà vu cette brosse. En fait, c'est une brosse en coton qui est montée sur un manche rouge, donc très reconnaissable. Donc design a assez peu évolué depuis le départ. D'ailleurs, on le voit. Elle est née en 1947. Voilà, notre ami l'a mis sur... Alors son nom, ça provient d'un couple de petites poupées de laine qui a été créé pour les enfants en 1913. C'est de là que vient le Nénette. C'est joli, hein? Et je ne sais pas si vous... Alors vous savez qui c'est, Philippe Charbonneau? C'est un designer très connu. Sur une Renault, non? Il ne travaillait pas sur Renault, lui? Oui, il avait dessiné la Renault 8, mais il a dessiné plein d'autres choses. Et en fait, il a redessiné la Nénette en 1959. Et puis, en fin 1988, les établissements Olivier, qui est une petite entreprise spécialisée dans la transformation d'éponges et autres produits d'essuyage, a repris la Nénette. Et c'est une entreprise familiale qui fait partie, ma bonne dame, du patrimoine vivant. Oh oui, voilà. Ça a été racheté après, il y a eu pas mal de petits changements, mais en tout cas, elle existe toujours aujourd'hui. Ils ont reçu en 2015 le label entrepreneur engagé pour sa démarche responsabilité sociale et environnementale sur le territoire. Et c'est vrai que la Nénette, c'est un grand classique pour les collectionneurs. C'est pour ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cette brosse, elle est aussi exceptionnelle, surtout pour les collectionneurs, pour les carrosseries? Plusieurs choses, parce qu'elle est efficace, elle retient bien les poussières, elle ne raye pas les carrosseries. Parce que c'est quand vous êtes collectionneur de voitures, où on passe son temps à polir et à policher les voitures, si jamais vous utilisez un produit qui raye la carrosserie, c'est juste catastrophique. Et surtout, cette Nénette, eh bien, elle est écologique dans le sens où, une fois qu'elle est sale, vous démontez la partie en coton, vous mettez à la machine, exactement, et ensuite vous remettez un produit dessus qui s'appelle du Nénétol. Voilà, ça se trouve dans les centres auto, ça se trouve même dans les supermarchés, le Nénétol. Vous réimprégnez, parce qu'il y a un produit pour arriver à retenir les poussières, vous remettez du Nénétol sur la Nénette et c'est reparti. Allez, pour un tour. Vous pouvez l'utiliser indéfiniment. Eh ben, bon anniversaire à Nénette, 75 ans, la véritable Nénette pour vos carrosseries, que vous soyez collectionneur ou pas, ça vaut le coup. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec CETEC, leader mondial de la charge batterie. Et on accueille tout de suite Paul, qui a une question à nous poser sur Sud Radio. Bonjour Paul. Allô, bonjour Laurence et bonjour Jean-Luc. Oh, le bel accent. Où est-ce que vous êtes? À Montpellier, mais j'avais déjà eu l'occasion d'intervenir là il y a quelques mois. C'est possible, mais c'est toujours aussi agréable de vous écouter. Alors on va vous donner la parole tout de suite. Vous avez à peine 2 minutes 30. Je vous écoute, mon Paul. Alors voilà, vous avez parlé il y a une semaine ou 15 jours de la lubrification des moteurs qui tournent au bioéthanol. Oui. Alors vous parliez d'une huile
qui contiendrait des particules de céramique. Exactement. Alors, j'aurais voulu d'une part savoir si vous avez un nom, parce que moi j'en ai parlé à plusieurs garages inconnus au bataillon. Effectivement, mais vous trouverez, alors on avait le directeur de Sfertech qui était avec nous à ce moment-là pour en parler. Sur le site de Sfertech, vous la trouverez, ils appellent ça l'huile blanche. C'est une huile qui est de couleur blanche d'ailleurs, on dirait du lait. Je les avais eus, mais ils vendent ça par bidon de 50 litres. Je crois. Non. Vous trouvez des bidons de 2 litres, 2 litres, 5 litres. Non. Alors c'est une huile qui est assez onéreuse, mais l'intérêt c'est que vous ne serez pas obligé de faire une vidange aussi souvent. Donc au final, comme vous allez vidanger 2 fois moins, même si elle est 2 fois plus chère, on s'y retrouve. Et surtout, ça préserve la santé du moteur. Mais alors, je voulais savoir aussi si justement ces particules, c'est des particules en suspension dans l'huile. Oui, mais c'est nanométrique. S'il n'y a pas un risque de colmatage du filtre. C'est ce que j'allais vous dire justement, c'est à l'échelle nanométrique. C'est vraiment extrêmement fin. Donc, il n'y a absolument aucun risque. On n'est pas dans des huiles comme il a pu exister. Moi, dans ma jeunesse, on avait des huiles graphitées en tare. Molygraphite par exemple, qui pouvait présenter des problèmes quand l'huile était chargée en impureté, effectivement d'obturation, de risque d'obturation des filtres. Là, c'est beaucoup plus fin. On était dans du micrométrique à l'époque, on est dans du nanométrique. Donc ça ne bouchera pas les filtres, c'est impossible. Bah voilà, mon Paul, on a répondu à votre question. Comme si on utilise du métal 5. Ouais. Ah non, alors attendez, le Métal 5, un jour on fera un truc dessus, je vous dirai exactement ce que c'est. Ouais, parce que c'est encore très particulier. Bah, Paul, voilà, ce qu'on vous propose, c'est on va vous recontacter pour la semaine prochaine. On fera un détail de ça. Là. Voilà, le teasing de ouf pour samedi prochain. Merci beaucoup, mon Paul, mais malheureusement, on est obligé de vous laisser puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Bon week-end du côté de Montpellier. Merci d'être toujours aussi fidèle. Tout de suite, les brèves de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Le marché automobile, toujours en chute libre. Ouais, les chiffres sont catastrophiques puisqu'au mois d'avril 2022, la dégringolade est de 22,6%. Pour mieux comprendre, c'est environ 80 000 voitures de moins sur un mois qu'à la même période en 2019. Plus grave encore, les marques françaises sont à la peine. Peugeot dévisse en effet de 32,3%, Renault 31,7% et Citroën 33,9%. Du jamais vu. Jamais vu non plus. La Renault Clio sort du top 5 des ventes. Ça peut s'expliquer car face aux multiples crises qui impactent le marché de l'automobile, les constructeurs privilégient des modèles à forte valeur ajoutée et délaissent donc les petites citadines. C'est le 11e mois consécutif de baisse et précision. Le marché du véhicule d'occasion ne va pas mieux puisqu'il chute lui aussi de 16,9%. Quand on sait que c'est à peu près 10% du PIB français, là ça commence à faire très très peur. Dans ce contexte morose, les véhicules électrifiés poursuivent eux leur progression en Europe. Oui, durant le premier trimestre 2022, les seuls véhicules électriques ont progressé de 53,4% d'après les données de l'Association des constructeurs européens. Désormais, les voitures hybrides représentent un quart du marché et les 100% électriques 10%. Seul ombre au tableau, les véhicules hybrides rechargeables confirment une baisse amorcée fin 2021 avec moins 5,3%. On fera d'ailleurs une émission complète sur le sujet pour vous expliquer que l'hybride rechargeable est essentiellement un phénomène fiscal et qu'il va disparaître lorsque les aides seront supprimées. Bon, un petit mot sur l'avenir de l'autopartage qui s'annonce également sombre. Oui, en on 10 nous avait secondes. dit que ce serait la solution idéale. En fait, tous les constructeurs se sont plantés, sauf Stellantis, qui rachète d'ailleurs l'entreprise qui avait été fondée par Mercedes et BMW pour faire de l'autopartage. Mais leurs ambitions, c'est 15 millions d'utilisateurs dans le monde en 2030. Vous voyez ce que ça représente? C'est 0, et des poussières. C'est moyen. Il nous reste 2 secondes. Salut l'ami Jean-Luc. Et 2 chevaux électriques la semaine prochaine. Oui, et puis vous avez rendez-vous à 15h pour le rugby sur Sud Radio, puisqu'il y a, vous le savez, les Coupes d'Europe de rugby. Donc il va y avoir pas mal de choses avec les quarts de finale, Munster Toulouse à 16h, La Rochelle Montpellier à 18h30, Leicester Leinster à 18h30. Et quant à moi, j'aurai le bonheur de vous retrouver dès demain dans l'émission Invino à partir de 12h30 avec mon rendez-vous un vin, une émotion. Et on va avoir le bonheur d'écouter Valérie Mérès qui est au théâtre actuellement et qui nous parle de sa passion du vin elle aussi. Bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.